BFM Business, BFM Bourse, USA Today. L'actualité des États-Unis avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. On va d'abord faire un point sur les négociations autour du nouveau plan d'aide aux États-Unis. Malgré les derniers rebondissements, on a quand même un peu l'impression que ça tourne en rond. Oui, on peut utiliser même toutes les expressions potentiellement valables. On peut aussi dire un pas en avant, un pas en arrière. On peut appeler ça marché de dupes. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? D'un côté, les démocrates veulent faire passer un plan. Ils ont accepté un chiffre inférieur à $1 trilliard. Les républicains sont aussi d'accord, sauf qu'il y a deux choses qui empêchent ce plan d'avancer. D'un côté, les démocrates veulent des aides aux États. Les États américains ont des grosses difficultés financières. De l'autre côté, les républicains veulent protéger les compagnies contre les procès que des employés qui auraient attrapé Covid au travail pourraient leur faire. On avait l'impression que ça avançait puisqu'en fait aussi bien les démocrates que les républicains avaient accepté de laisser tomber cette histoire de ce qu'on appelle liability, donc cette possibilité de faire des procès. Et puis tout d'un coup, maintenant, il y a aussi la Maison-Blanche qui rentre dans l'histoire en parlant d'envoyer un chèque de $600 à chaque Américain. Là, les républicains ne sont pas d'accord. Et les démocrates disent, mais de toute façon, tout ce qu'on nous propose, c'est essayer de saboter le plan que nous, démocrates, avons. Donc tout ça pour vous dire que c'est extrêmement compliqué de voir où on en est. L'espoir fait vivre. Je dirais le vrai espoir qu'il faut avoir, c'est que dès qu'un nouveau président sera en place, il y aura un plan, en tout cas, important de soutien à l'économie. Maintenant, d'ici la fin de l'année, c'est vraiment un grand point d'interrogation s'il va y avoir une entente entre ces trois parties qui ont vraiment chacune des intérêts divergents. L'actualité américaine de cette semaine, Grégory, c'est également celle des introductions en bourse. On aura demain l'IPO de Airbnb avec d'ailleurs une fourchette de prix qui a été revue à la hausse en début de semaine. Et puis aujourd'hui, c'est celle de DoorDash, entreprise spécialisée dans la livraison de nourriture. Grégory, c'est réellement une bonne affaire ou est-ce que c'est typiquement un investissement Covid, c'est-à-dire on est confiné à la maison et on se fait livrer les courses ? Alors on pourrait dire que c'est un investissement qui a énormément profité, en tout cas une compagnie a énormément profité de Covid, puisque en fait ils ont plus que doublé leur chiffre d'affaires cette année. Ils ont aussi doublé leur valorisation, puisque au début de l'année, elle était valorisée par les marchés à $15 milliards. Lors de son introduction, elle sera au-dessus de $30 milliards. C'est le risque, comme vous le dites, que en fait c'est une compagnie qui a un taux de croissance extrêmement fort, grâce à Covid. Les gens ne sortent pas, ne vont pas au restaurant. D'ailleurs, la plupart des restaurants sont toujours fermés, ou en tout cas, l'intérieur des restaurants est fermé. Maintenant, il y a quand même des tas de choses intéressantes dans DoorDash. L'une, c'est la position dominante. 50% du marché de la livraison de repas à domicile aux États-Unis. Le deuxième, c'est Uber, qui a un peu moins de 30%. Donc, position dominante. Ils sont de nouveau rentables, malgré quelques petits accidents. Alors, comment sont-ils rentables ? Ils sont assez gourmands, je dirais, puisqu'ils font payer aux restaurants qui utilisent leur service 30% du prix du repas qui est livré, et en plus ils font payer à la personne qui commande une certaine somme d'argent pour chaque livraison. Donc c'est un modèle de business qui fonctionne, c'est pas un gros modèle au niveau des marges. La grande question c'est, est-ce que les habitudes alimentaires des gens ont profondément changé à cause de Covid. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que sur les prochains mois, les gens vont continuer à utiliser autant DoorDash, si ce n'est plus, surtout aux États-Unis, où on recommence même à parler d'une troisième vague. Donc, oui, pour le moment, tout va bien pour DoorDash. La question se posera le jour où tous les restaurants seront ouverts, où le vaccin, qu'on espère être rapidement en circulation, aura vacciné un grand nombre de la population. À ce moment-là, ça deviendra plus difficile. Donc l'enthousiasme d'aujourd'hui, il est compréhensible à court terme. Le long terme, c'est beaucoup plus un point d'interrogation, tout en sachant quand même que quand on a une position dominante comme la leur dans un certain business, en général, on garde cette position dominante pendant un certain temps et donc ça vaut toujours des primes et des niveaux de valorisation élevés. Il reste maintenant 37 jours, Grégory, avant la passation de pouvoir aux États-Unis. On va faire le point sur la politique américaine. BFM Business, BFM Bourse, Joe Biden en route vers la Maison-Blanche.
Et Joe Biden qui annonce son plan Covid pour les 100 premiers jours. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Grégory, de ce plan? Est-ce qu'il y a un absent au rendez-vous? Oui, je dirais, c'est même ce qui m'a vraiment frappé. C'est un plan à 3 niveaux, 3 prongs, comme on dit en anglais, 3 niveaux d'intervention, si on veut. Donc, premier niveau, c'est ce qu'on appelle le mandat pour le masque. C'est-à-dire que Biden dit, les 100 premiers jours de mon administration, je rendrai le masque obligatoire. Gros problème aux États-Unis, c'est pas lui qui décide, ça sera les États. Sauf qu'il a quand même l'autorité de rendre le masque obligatoire. Évidemment, dans toutes les administrations, tous les lieux qui dépendent de l'administration fédérale, il a le droit de demander aussi dans tout ce qui est transport public. Donc, il a quand même, d'une certaine façon, la possibilité de demander à la population américaine ce que Trump n'avait jamais demandé. Donc, il va évidemment insister sur le port du masque. Ça, c'est la première partie de sa proposition. La deuxième, fort compréhensible aussi, il dit d'ici fin février, je veux que 100 millions d'Américains soient vaccinés. Espérons que c'est possible. Ça va dépendre tout simplement du rythme de production des 2 vaccins qui sont actuellement en circulation ici, celui de Pfizer et très prochainement celui de Moderna. Troisième, et là c'est peut-être un peu une surprise, il dit, bon, et aussi ce qui est très important, c'est que les enfants aillent tous à l'école. C'est une très bonne chose, c'est clair. On a vu que c'est pas les enfants vraiment qui, sont vraiment à risque, ni qui transmettent beaucoup la maladie. Par contre, vous avez peut-être noté, il y a un grand absent, on ne parle pas de tests. Et ça, je dirais que beaucoup de commentateurs se disent, mais pourquoi est-ce que Biden, parmi ses grands plans par rapport à Covid, ne parle pas d'essayer de tester au maximum, d'introduire peut-être même des tests obligatoires selon les branches d'activité ou les branches socio-professionnelles? Non, dans ces 3, je dirais, lignes de conduite sur les 100 premiers jours de son administration par rapport à Covid, il ne parle pas de tests. Concernant les nominations de ceux qui composeront le futur gouvernement américain, défense, logement, santé, est-ce qu'il y a, Grégory, un trait commun entre ces nominations? Oui, je crois qu'on voit nettement que Biden essaye de conforter un peu tout son électorat. Et à certains niveaux, c'est une excellente chose. Donc, il y a eu beaucoup de nominations de femmes, par exemple, au cabinet. Là, ce qu'on voit dans les dernières nominations, c'est qu'on passe, je dirais, d'une certaine façon des femmes à plutôt l'origine raciale, si je puis dire. Donc, par exemple, il a nommé un secrétaire à la défense. C'est pas encore sûr qu'il soit accepté par le Sénat. Un dénommé Austin, il était le chef d'état-major des armées. Il est noir. Il a nommé à la tête du département du logement une femme, Madame Fudge. Elle est aussi noire. Il a nommé à la tête du département de la santé, extrêmement important, l'ancien procureur général de Californie, qui lui est d'origine hispanique. Donc on a vraiment, et c'est une bonne chose, cette vue que Biden essaye d'inclure dans son cabinet une représentation réelle de ce qu'est la population aux États-Unis. Il faut rappeler que d'ici quelques années, la majorité aux États-Unis ne sera pas, entre guillemets, la majorité de blancs, ça sera une majorité d'hispaniques, plus de 30% déjà actuellement. Donc oui, on peut dire ce fil rouge, c'est dans le cabinet de Biden d'essayer de recréer en fait la diversité à la fois ethnique et à la fois aussi évidemment homme-femme que l'on rencontre dans la société américaine. Maintenant, on pourrait parler de chacune de ces nominations en détail. Je dirais qu'une autre chose qu'on peut aussi noter dans ces nominations, c'est qu'en général, c'est des gens qui étaient proches de lui, avec qui il a travaillé. Par exemple, c'est le cas du nouveau secrétaire à l'agriculture, un nommé Vlasak, qui avait déjà été le secrétaire à l'agriculture pendant les 8 ans de Obama. En détail, pour ce dénommé Vlasak, il est secrétaire à l'agriculture, mais il est aussi pour, par exemple, produire de l'éthanol, pour les énergies propres et renouvelables, c'est une chose importante. Au niveau du département, par exemple, de tout ce qui est le logement, cette Madame Fudge, elle est aussi très très proche de certains milieux, je dirais, assez activistes au niveau
des aides aux populations qui en ont besoin. Alors, aide au logement, évidemment, mais aussi aide à la nourriture. Il y a quand même une certaine frange de la population aux États-Unis qui est mal nourrie et même sous-nourrie. C'était un gros problème quand les écoles étaient fermées, pour beaucoup d'enfants, malheureusement, aux États-Unis, pratiquement 10%, le seul vrai repas qu'ils ont chaque jour, c'est celui que l'école leur offre. Donc, je dirais, il y a aussi ce fil rouge de gens qui sont très soucieux, je dirais, de la société, des grands problèmes de la société, et qui sont quand même aussi toujours, pour la plupart, très proches de Biden, parce que avec ses plus de 40 ans de carrière, il a collaboré évidemment avec beaucoup d'hommes ou de femmes politiques aux États-Unis. Et on termine, Grégory, avec le bear call du jour. C'est FireEye. C'est une société qui propose une protection contre les cyberattaques. Malheureusement, il leur arrive un peu la pire des choses. Ah oui, alors quelle est la pire des choses pour une compagnie comme FireEye qui propose la cyberattaque? Ah ben, c'est d'avoir été cyber-attaqué. Leurs systèmes ont été attaqués et ils le disent d'une façon extrêmement professionnelle et ils pensent d'une certaine façon que c'est la Russie qui a attaqué leur système. C'est pas n'importe qui. CyberArk, c'est la plus grande compagnie informatique aux États-Unis qui protège justement la plupart des serveurs du gouvernement américain et des grandes sociétés. Donc je dirais en fait pour FireEye, ça va être très très difficile au niveau de leur réputation maintenant. D'abord, ils vont devoir faire ce qu'on appelle en anglais le damage control. Ils vont devoir appeler chacun de leurs clients en disant bon, on vous propose des services de sécurité, mais nous-mêmes on n'arrive pas à assurer la sécurité de nos activités. C'est assez affreux. Et puis l'autre chose, c'est que en fait, ce qui a été pénétré, et ils le disent par les Russes, mais c'est pas du tout confirmé, c'est justement ce qu'ils faisaient au niveau informatique des logiciels pour empêcher des attaques informatiques, et c'était le produit qu'ils vendaient à leurs clients. Donc essayer de trouver une chose pire pour une compagnie, c'est l'arroseur arrosé dans toute sa splendeur. C'est comme si une compagnie qui produit des vaccins, en fait, transmettait Covid. Donc oui, c'est vraiment très très pénible pour FireEye. C'est dommage, c'était une très très belle compagnie, mais elle va mettre très longtemps à remonter la pente. Et moi, je vraiment la déconseille en ce moment pour des investisseurs qui pourraient être attirés par exemple, la baisse du titre qui doit être à peu près de 10% ce matin. Ouais, effectivement, ça fait des ordres. Merci beaucoup, Grégory Volokin, président de Bescard Financial Services aux États-Unis. BFM Bourse, vos placements